Bonjour à ce cinquième cours. Aujourd'hui, on va voir, en fait, on va pas voir, on va discuter les questions que vous avez concernant l'émetteur commun et concernant le circuit base commune. Je vais répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Il va y avoir un mini-test, comme dans le format habituel. Je dois peut-être, j'affiche présentement les notes du mini-test de la semaine passée. C'est intéressant le feedback que ça nous donne. On peut voir de façon évidente que le mini-test est un peu plus difficile qu'on ne l'avait voulu. Donc, de bonne foi, on pensait vraiment, Ahmad et moi, l'avoir fait plus facile, mais il semble qu'il était encore trop long. Donc, celui d'aujourd'hui devrait être plus court. Et j'aimerais avoir une moyenne plus élevée que ça. Ça se voudrait quelque chose qui est plus facile que ce que vous avez eu les 2 dernières semaines. Mais bon, je pense que les résultats ils sont évidents. En passant, si je peux vous donner un hint pour ceux qui sont là, il est fort probable qu'une bonne proportion des questions de l'intra seront celles des questions parmi les mini-tests qui auront été les moins réussis. Donc, il y a des questions, et ça, l'outil nous le donne comme feedback. Il y a des questions qui apparaissent à l'évidence trop faciles parce qu'elles sont non discriminantes, puis tout le monde les a bons. Ces questions-là, on va supposer que ce n'est pas nécessaire de les poser, mais soyez pas surpris de retrouver que la moitié des questions de l'intra sont en fait une collection des questions qui viennent des mini-tests. Mon but, c'est que vous ayez une bonne note. Et puis, je sais tout à fait par expérience que si je vous arrive avec juste plein de questions nouvelles, difficiles, que vous n'avez jamais vues, je vais avoir une moyenne à 5 sur 20. Et c'est pas très, très rigolo. C'est pas le but. Je vous invite à sérieusement reconsidérer, regarder. Et comme sujet d'étude, les questions des mini-tests, il va probablement y avoir une proportion de questions nouvelles, certainement. Et peut-être certaines questions, vous allez devoir écrire des choses et prendre une photo puis nous la retourner. Je pense que c'est attendu. On ne le fait pas pour les mini-tests parce que ce serait juste trop long à gérer, trop lourd pour les corriger. C'est déjà beaucoup, beaucoup de travail de faire les questions telles que vous les recevez. Donc, il va y avoir de mini-tests tantôt, moins de questions que j'espère plus faciles. Voilà. Peut-être qu'il y a une chose que j'aimerais dire, ayant vu le mini-test, puis pour avantage à ceux qui participent maintenant, puis dommage pour les autres, il y a une chose qui peut, disons, qui pourrait être un peu perturbant dans le mini-test et je veux juste m'assurer que ça ne vous déstabilise pas inutilement. Il y a cette vue d'ensemble sur les configurations. La manière dont je l'ai couvert initialement dans le module sur l'émetteur commun, qui est trop long, qui ne respecte pas les normes de ce qu'on devrait faire dans un module vidéo. Ce module, je savais qu'il était trop long, donc je ne voulais pas trop développer, mais sur cette planche. Et cette planche, je l'ai créée parce que effectivement, les étudiants peuvent se demander, peuvent être un petit peu perdus par rapport à toutes les configurations que l'on propose et toutes les équations que l'on développe, et puis pourquoi toutes ces configurations? Parce qu'à la fin de la journée, elles ont toutes un avantage. Donc, on a notre émetteur commun sans résistance d'émetteur. C'est un peu la configuration alpha pour faire des amplificateurs. Ça vous donne, comme vous le voyez là, un grand gain. Ça peut donner un grand gain. Ça donne une impédance d'entrée correcte. Mais cependant, ça donne une bande passante qui est limitée. Quand on va vouloir pousser la machine un peu avec des transistors bipolaires, on va s'apercevoir, et vous allez le faire avec le laboratoire. En passant, j'ai travaillé avec Ahmad. Le deuxième laboratoire est en ligne maintenant. Je l'ai validé avec Ahmad. Et donc, oui, vous avez à remettre le rapport pour le premier la semaine prochaine, mais l'énoncé du deuxième est en ligne. Donc, ceux qui sont
pour qui le rapport est fait, puis vous êtes prêt à le déposer, vous pouvez immédiatement commencer sur le deuxième laboratoire. Et donc, vous allez travailler surtout avec la configuration émetteur commun. Puis, on va vous faire à l'intérieur du laboratoire, vous allez simuler et vous allez tester la réponse en fréquence d'une configuration émetteur commun. Puis, on va y revenir plus tard de façon formelle dans le cours, mais cette configuration, elle a le défaut que quand on lui donne un grand gain, ben son produit gain largeur de bande, je vais dessiner pour que vous puissiez visualiser de quoi je parle. Donc, si je m'en vais ici, donc, typiquement, la réponse en fréquence d'un amplificateur comme l'émetteur commun, oups, le pointeur ne s'est pas allumé. Donc, quelque chose comme, je vais mettre un beau rouge, comme ça il va être plus visible. D'accord? Donc, quand je regarde la réponse en fréquence d'un ampli comme l'émetteur commun, typiquement, ça va avoir cette gueule-là. Donc, il y a une fréquence de coupure basse, il y a un plateau, et puis il y a une fréquence de coupure haute. Donc, la fréquence de coupure basse, le point à moins 3 dB, la fréquence de coupure haute, et ça, c'est la bande passante. Donc la bande passante, ou en anglais le passband. Et donc, typiquement, on va parler du produit gain largeur de bande. Donc, c'est le cours formel beaucoup plus tard dans le trimestre. Cependant, on va vous le faire mesurer, on va vous le faire observer en simulation et au laboratoire. Et cette fréquence de coupure haute ici, quand le gain devient élevé, donc si le gain est grand, ceci étant le gain du montage, si votre gain est grand, le défaut que ça a, c'est que la bande passante va avoir tendance à se déplacer comme ça. Donc, plus le gain est grand, en fait, plus le gain est grand, plus la bande passante va se déplacer à gauche dans un produit gain largeur de bande qui a tendance pour un système premier ordre à être constant. C'est une propriété que vous avez déjà observée dans le cours sur les filtres actifs. Vous avez travaillé beaucoup avec les amplificateurs opérationnels. Vous avez mesuré un produit gain largeur de bande et vous savez qu'un amplificateur comme le 741, donc le 741 a une réponse en fréquence qui a l'air de cette gueule-là. Vous avez 100 000 jusqu'à 10 Hz. Puis après ça, vous descendez. Puis le point où l'amplificateur vous donne un gain de 1, c'est 1 meg, donc 1 million. Donc le produit gain largeur de bande, c'est 1 million qui correspond aux 10 Hz fois 100 000. Et je ne suis pas une encyclopédie de composants électroniques, mais ce sont des données tellement basiques et tellement fondamentales. C'est l'amplificateur opérationnel alpha, produit gain largeur de bande 1 million, gain de 1 à 1 MHz, puis gain de 100 000 à 10 Hz. Puis plus vous voulez monter en fréquence, plus le gain tombe. Mais c'est un peu comme une propriété fondamentale d'un système de premier ordre et les montages que vous allez faire au laboratoire ont tendance à se comporter comme ça quand il y a un pôle dominant. S'il y a plusieurs pôles, ça va être différent. Et s'il y a un pôle dominant, ça va se comporter comme ça. Donc, on dit, le montage, il y a une bande passante qui est limitée. Et quand on regarde la base commune, ben on va dire que lui, il y a un grand gain et bonne bande passante. C'est un montage qui permet donc de ménager la chèvre et le chou, à savoir de conserver le grand gain tout en ayant une bande passante élevée. Ça va se faire avec un montage qu'on va appeler le cascode, qu'on va voir beaucoup plus tard dans le trimestre, quand on va parler de configuration à transistors multiples. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais la tête de pont, le point de départ qui permet à la base commune de ménager la chèvre et le chou, parce que le problème de la base commune, comme vous le voyez, c'est qu'il a une impédance d'entrée faible. Si on peut appeler ça un problème, d'habitude, si on veut aller chercher un signal sur un microphone ou quelque chose comme ça, on ne va pas beaucoup aimer que notre amplificateur ait une impédance d'entrée qui est le RE
du transistor, le 25 sur IE, qui va vous donner pour un IE de 1 milliampère, qui va vous donner 25 ohms. Donc ça peut être un peu fatigant que d'avoir une impédance d'entrée aussi faible, mais un montage qu'on va voir plus tard dans le trimestre permet dans le fond de combiner un émetteur commun et une base commune. On va appeler ça un cascode, une configuration à 2 transistors qui va vous donner l'impédance d'entrée de l'émetteur commun et la bande passante de la base commune. Plus tard dans le trimestre, pas aujourd'hui, pas le cours d'aujourd'hui, pas le mini-test d'aujourd'hui. Mais pourquoi je reviens sur cette planche-là? C'est que je voulais vous parler un petit peu du collecteur commun. C'est le module que je n'ai pas encore couvert. Je vais l'enregistrer en fin de semaine. Et il y a une question où on va vous demander aujourd'hui de placer les configurations, placer les jeux en face des trous. Et effectivement, le collecteur commun, c'est une configuration qui a un gain qui est toujours inférieur à 1. Là, maintenant, vous pouvez vous poser comme question, mais ça sert à quoi un amplificateur qui n'amplifie pas? C'est parce qu'il y a le gain de tension, puis il y a le gain de courant. Et c'est très intéressant un amplificateur collecteur, une configuration collecteur commun, parce que bien que le gain est près de 1, typiquement 0.9, 0.95, donc c'est un suiveur, mais ça permet d'abaisser le niveau d'impédance, donc ça permet de vraiment aller disons, de commander une charge plus faible. Par exemple, s'il y a des audiophiles parmi vous, vous savez que typiquement un haut-parleur, une boîte de haut-parleur, l'impédance standard pour un haut-parleur, c'est 8 ohms. Si vous essayez de commander un haut-parleur typique avec le genre de montage que vous allez faire au laboratoire où vous avez 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ dans le collecteur, vous allez arriver à rien parce que l'impédance de sortie est trop élevée. Je reviens à votre... J'ai bien vu votre question, merci, je vais y venir. Donc, je voulais juste vous dire, bien que le module n'est pas couvert, je vous donne un preview, là, vous allez voir un collecteur commun. Puis le collecteur commun, c'est une configuration qui abaisse le niveau d'impédance. Donc, vous avez l'émetteur commun, bande passante limitée. Puis le problème de la configuration sans résistance d'émetteur, c'est que les paramètres de la configuration dépendent assez fortement des paramètres du transistor. Donc, dans un vrai montage, on ne va pas aimer que les spécifications du système électronique qu'on réalise soient dépendantes de l'âge du capitaine, de la température, puis de tout ce que vous voulez. Donc, on va vouloir le stabiliser. On va le stabiliser avec une résistance, donc avec une résistance d'émetteur, configuration très importante que j'ai expliquée en long et en large dans le module de cours. Si vous avez des questions, j'y reviens. Et puis, donc la base commune, bien qu'elle a une impédance d'entrée faible, on est très intéressé par cette configuration parce que bien qu'elle ait une impédance d'entrée faible, elle nous donne une bonne bande passante. Puis le collecteur commun, lui, il n'y a pas de gain de tension, mais il permet d'abaisser le niveau d'impédance. Puis là, vous pouvez voir venir ce qui s'en vient plus loin dans le trimestre. Des configurations pratiques, typiquement, vont comporter plusieurs transistors. Évidemment, avant de mettre plusieurs transistors ensemble, ce serait une bonne idée de comprendre comment fonctionne un seul transistor, puis après, on en combinera, puis vers la fin du trimestre, je vais discuter la structure interne d'un amplificateur opérationnel qui a environ 25 transistors, et là, vous allez pouvoir visualiser comment les morceaux s'imbriquent. Donc, je vais, juste pour revenir à avant de revenir à votre question, je veux quand même revenir à je pense que celle-là. Donc, photographiez bien celle-là. J'insiste beaucoup sur cette planche-là parce qu'elle a été créée après que j'ai enseigné le cours quelques années, puis je m'apercevais vers la fin du trimestre qu'il y a un message basique qui n'avait pas passé. C'est toujours la même structure de transistor. C'est peut-être un bon endroit pour prendre votre question au rebond. Pourquoi devrait-on mettre un mode actif? Pourquoi devrait-on garder un transistor dans le mode actif? Malheureusement, j'ai pas
conservé, j'ai pas uploadé le module sur les caractéristiques du transistor, mais je vais vous faire un petit schéma ici. Donc si vous regardez, si vous vous rappelez les courbes d'un transistor, les courbes d'un transistor ont cette gueule-là. Donc le courant monte, ensuite il y a une pente, et ça c'est une courbe de IC. Excusez ma maladresse, là, en fonction de, disons, de V, pardon, j'efface ce bout-là, je retourne au crayon. Donc, IC en fonction de V, donc VBE, Vin, donc, ou tiens, je vais mettre VBE, mieux. Et le mode actif, il est là où la courbe devient nominalement plate. Ça, c'est ce que vous avez là, c'est le R0. La pente est déterminée par le R0. On se rappelle, si on prolonge ça, ça nous amène à la tension de Early, valeur absolue de EA. Oups. OK. Et valeur absolue de EA. J'ai la misère avec ce matin. Donc, le point qui est là, c'est la séparation entre le mode saturé, qui est ici, et le mode actif, qui est là. Et si je veux connecter les morceaux du puzzle ensemble, ben, on peut parler d'un bêta effectif. Bêta, mettons que je définis, sans perdre de généralité, un bêta effectif, que je définis comme à n'importe quel point le grand IC observé sur le grand IB observé, donc le niveau DC, la polarisation. Donc, quand j'ai un transistor saturé, je pousse du IB dedans, mais le IC s'effondre. Donc, le comportement de se retrouver, attendez un petit peu, je vais aller au pointeur, le fait de se retrouver dans cette zone où le IC s'effondre et où le IB ne change pas, ben, ça fait que le bêta effectif s'effondre, puis en gros, votre montage n'a plus de gain. Parce que, en fait, quand vous analysez les configurations de transistors, vous pouvez très, très bien visualiser ça. Je vais aller plus loin dans le montage. Puis quand on obtient le gain d'un transistor, l'ampli émetteur commun, on va aller dans la configuration, puis on a ici, puis on a ici, je vais aller avec celle-là, parce que j'ai l'équation. Il y a des fois où je n'ai pas l'équation, je sais que c'est vrai, mais je n'ai pas l'équation pour appuyer ce que je dis. Quand vous regardez cette configuration-là, vous avez le R0 qui est ici, qui est en parallèle avec RC, qui est en parallèle avec RE, puis on a absorbé R0 dans le R équivalent. Bien, le R0, c'est la pente locale de la courbe du transistor. Mais bien que l'équation ne soit pas immédiatement applicable, essayez de visualiser ce qui se passe si la pente de la réponse du transistor est en train de s'effondrer. Elle plie, je vais faire comme Arruda, je vais aplatir la courbe, là. Je vais faire planter la courbe, et je ne vais pas faire mon comique comme lui, là. Mais si je retourne ici, dans cette zone, vous pouvez considérer que si on appelle, si R0 dans le modèle, c'est l'équivalent de la pente de la courbe, le raisonnement est exactement le même. Bien que l'équation que j'ai faite là-bas s'applique pour le mode actif, on peut dire que dans ce mode-ci, l'équation ne s'applique plus, mais dans le fond, elle s'applique. Elle s'applique avec un R0 qui est en train de s'effondrer. Et si le R0 s'effondre, ben vous avez une résistance de sortie de votre transistor qui s'effondre, puis le transistor n'a plus de gain. Donc, pourquoi devrait-on rester dans le mode actif avec un transistor? Parce que si on n'est pas dans le mode actif, le transistor
perd son gain de tension. Cependant, est-ce que ça veut dire que qu'on ne va pas là? Ça, c'est vraiment le mode où vous allez vous retrouver quand vous avez une charge. Ça, j'insiste aussi là-dessus, c'est comme un peu je vais revenir dans 2 secondes. Je vais juste terminer le cœur de mon discours. Est-ce qu'il arrive que R0, alors qu'est-ce qui arrive quand on néglige R0? Ben, ton calcul il est faux, c'est pas compliqué. Quand tu négliges R0 puis qu'il n'est pas négligeable, ton calcul est faux. Et pourquoi ici on néglige R0? Est-ce que R0 ici, avec la résistance d'émetteur, est toujours négligeable? La réponse est bien sûr non. Si vous faites saturer ce montage, est-ce qu'on a négligé R0 parce qu'il était négligeable? Non. On a négligé R0 parce que l'équation fera la largeur de la page. Je vous ai dit, je vais répéter, je l'ai dit dans le module, et je vais répéter, plus tard avec le MOS, on va le faire. Et vous allez voir une de ces équations avec un transistor MOS et le R0. Oui, c'est au niveau du cours, mais comme on ne veut pas vous assommer à ce stade-ci dans le cours, on va y revenir plus tard. Mais quand on met le R0 dans ce montage, l'équation va prendre la largeur de la page et la raison pour ça, c'est que ça va causer un couplage entre la sortie et l'entrée. Donc, est-ce qu'on a toujours est-ce que c'est toujours légal de négliger le R0? Est-ce que l'équation demeure valide? Non. Est-ce que l'équation devient bien plus compliquée? Absolument. Donc, pourquoi est-ce qu'on va vous demander d'éviter d'aller en mode saturé? C'est parce que l'équation de gain qu'on obtient ici, là, l'équation de gain qui est là, qui suppose que R0 n'est pas là, bien, cette équation de gain, elle est fausse. Donc, vous avez une équation de gain ici, bien, en fait, le terme dominant de l'équation de gain est R0 dans cette équation, mais le R0, vous l'avez négligé, il n'est plus là. Donc, qu'est-ce qui arrive? L'équation devient fausse. Est-ce que le transistor prend feu? Non. Je ne suis pas sûr de... OK, d'accord. Pourquoi on devrait être dans un mode actif? Je pense que j'ai répondu. Pourquoi dit-on que la tension base collecteur doit être plus grand que moins 0.4 pour que le transistor soit en mode actif? Pour répondre, je vais aller au tableau blanc pour répondre à cette question-là. Au tableau blanc, ça va me donner de la place. Un transistor, je m'en vais avec ma plume. Je m'en vais avec ma plume. Je vous dessine un transistor. Je prends toujours le NPN, mais je pourrais très bien le faire avec un PNP. Donc, j'ai ma base, mon collecteur, mon émetteur. Bon, bien que ce ne soit pas dessiné, vous vous rappelez bien sûr que un vrai transistor, il y a l'émetteur qui est enveloppé dans une base qui est dans le collecteur. Le collecteur enveloppe la base. La base, elle est ici. Okay? Et si je fais les choses correctement, mettons que c'est un NPN, je vais, juste pour peut-être rendre les choses plus compréhensibles, couleur de la forme. Je vais changer de couleur. Je vais aller à là. Donc, sélectionner. Et là, je dis, OK, ma base, mon émetteur est N, ma base est P, et mon collecteur est N. Donc, PN diode, PN diode. Donc, clairement, de P à N, il y a une diode. Donc, que va-t-il se passer? Je vais encore changer de couleur. Si je peux, j'en ai autant de couleurs que je veux ici. Donc, c'est difficile de faire ça au tableau, mais c'est parfait ici. Donc, je m'en vais ici. Couleur de la forme. Tiens, on va aller à un beau vert. Un beau vert sélectionné. Donc, quand vous avez 0,7 ici, et que vous avez de là à là, moins 0,4, c'est quoi le moins là? Ça veut dire que le collecteur, donc VC,
est plus petit que VB par 0,4. Ben, ce qui se passe là, c'est que votre jonction base-collecteur devient polarisée en direct. Elle devient polarisée en direct. Donc, excusez-moi, le collecteur arrête de faire sa job de collecter. Donc, ce que ça fait, c'est que quand vous arrivez là, le bêta du transistor, pouf, il s'effondre. C'est ça l'aplatissement de la courbe que M. Arruda aimerait pour les vaccins, là. Ben, c'est ça qui se passe pour le transistor. Le transistor n'a plus de gain. Donc, quand la jonction a moins 0,4 comme ça, que le VC est plus petit que le VB par 0,4, cette jonction devient polarisée en direct. Et quand elle devient polarisée en direct, elle devient donc, elle perd sa capacité de collection et bêta s'effondre. Et je dois vous dire que ça, c'est quelque chose que beaucoup ont du mal à visualiser. Donc, je reprends un petit schéma. Et comment ça peut arriver, ça? Vous avez 10 volts en haut. Puis en passant, j'ai déjà vu des électroniciens qui avaient plusieurs années d'expérience, même des gens qui avaient enseigné l'électronique, qui ne comprenaient pas ça. Ce qui me fascine. Mais je pousse un courant là-dedans. Je pousse un gros courant là-dedans. Je pousse trop de courant là-dedans. Comment je vais pousser trop de courant là-dedans? Vous allez le faire au lab. Je prends un amplificateur, je construis un amplificateur, puis je m'emballe. Je mets plus de signal. Donc, je m'en vais dans l'excursion positive de mon signal. Donc, j'ai un certain point de repos. J'ai VB, je vais toujours mettre mon Q, le quotient, là. J'ai ma tension de repos sur Q, puis là, j'ai mon signal, j'ai mon plus V sig qui s'ajoute ici. Mais quand j'ai assez de signal, si mon assez de signal fait en sorte que le point de repos plus le signal pousse dans la base assez de courant pour que le RCIC fasse descendre la tension au collecteur à moins que 0,3 de chute qui est le VCE-SAT, 0,3, qui est toujours votre limite, le point VCE-SAT. Si VC a envie de descendre en bas de 0,3, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver parce que le transistor va entrer en mode saturation et c'est autorégulant. C'est tout cohérent dans les équations, c'est autorégulant. Le bêta va s'effondrer parce que vous allez essentiellement vous retrouver et vous allez avoir votre courbe du transistor. Et quand vous avez un signal qui est trop grand, je vais changer de couleur. Pourquoi pas? C'est gratis. Donc, je m'en viens là et j'ai mon signal qui est trop grand, je vais là, je m'en vais là. Plus d'IB. Plus de IC. En fait, le IC n'augmente plus. Le montage est autorégulant et il est saturé. Puis la quadrature du cercle, là, la quadrature du cercle, c'est que vous savez analyser ça. Vous savez très, très bien l'analyser. Je vais y aller encore une fois avec une autre couleur. On fait notre droite de charge analyse graphique. Donc, le VCC moins RCIC intersecte la courbe du transistor dans cette zone-là. Ben, le transistor est saturé. Et là, j'augmente la valeur de la résistance. Ben, si j'augmente la valeur de la résistance, la pente change. Oups, je fais la même chose avec une autre pente. Ben, je vais intersecter plus bas. Mais comme la pente devient littéralement une droite dans cette zone-là, ça va être 0,31, 0,32, 0,33. Donc, si vous augmentez RC, ben la tension ne va pas devenir négative. Ce qui va se passer, c'est que le RCIC va faire saturer le transistor et le IC va s'auto-décroître. Ça, c'est la vue transistor. La vue droite de charge, c'est que si vous augmentez RC pour un IC donné, pour un IB donné, ça va essentiellement coller plus bas. Je retourne à vos questions.
attendez un petit peu. Le moins, là, faites attention, c'est pas facile sur un tableau blanc de faire ça. Ce qu'il faut bien voir, gardez ça droit dans vos têtes et je sais, faudrait voir quelle équation vous regardez, à quelle page vous la regardez. Moi, je retourne au fondamental, je retourne au transistor. Si cette jonction base-collecteur n'est pas en polarisation inverse, donc je peux regarder mon transistor comme une diode, puis un autre diode. Puis le modèle que je vous ai dit, c'est comme j'ai rapproché mes deux diodes, puis quand les dos de mes deux diodes sont ensemble, quand cette diode qui est là, donc la diode base collecteur, quand cette diode base collecteur, donc quand on peut dire que VCB est plus petit que moins 0,4, mais c'est VBC ou VCB, là. Faites attention, puis là, je peux me tromper quand j'écris une affaire comme ça, mais pour garder ça droit dans ma tête, cette jonction collecteur-base pour un transistor dans le mode actif doit rester en polarisation inverse. Quand elle entre en polarisation directe, l'effet transistor se dégrade, le bêta du transistor passe par la fenêtre, le bêta s'effondre et je m'en viens saturé. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il faut le voir sur un schéma. Mais comme je vous dis, c'est V. Si vous regardez VCB, si VCB, en fait, est plus petit, je fais une erreur. Je viens de faire une erreur. Si VCB est plus si VCB, non, j'ai pas fait d'erreur. Si, j'ai 0.7 ici. Il faut que je m'arrête pour l'écrire, sinon je me mélange. Donc, c'est pour ça que je retourne toujours à mon fondamental, polarisation directe, polarisation inverse. Si je m'en vais ici à mon crayon, puis pour que ce soit pas, ça demeure compréhensible, je vais changer de couleur encore. Et je vais retourner à quelle couleur je n'ai pas utilisée. Je vais retourner, ça. Je ne sais pas si ça va être assez visible, pas assez intense comme couleur, ça. OK, sélectionner. Donc, si j'ai 0.7 ici, 0,7 ici, plus, moins, et que j'ai moins, plus, moins 0,4, donc, la tension du collecteur devient donc plus basse que celle de la base. Puis encore une fois, le paradoxe qui dérange beaucoup de monde, comment est-ce possible? C'est du côté positif, c'est du côté VCC. Comment cette tension-là peut descendre en bas de cette tension-là? C'est que le courant qui va à ce nœud-là, il passe par là. Donc, la chute de tension dans RC peut augmenter si IC augmente. Donc, si à force de pousser plus fort là-dedans, il y a un courant IC qui est plus grand, je peux avoir une chute là-dedans qui fait en sorte que, par exemple, je peux avoir une chute de 9,7 volts. Et si j'ai 9,7 volts de chute ici, 9,7 volts de chute, je vais me retrouver à 0,3 ayant 0,7 ici. Donc, je vais avoir une jonction à polarisation directe. D'accord. Le dernier exercice sur les diapos, c'est le dernier exercice sur la polarisation. Polarisation. Je peux aller ici. Pour la polarisation, le dernier exercice. OK. Est-ce que vous parlez de celui-là? OK. Bon, ça, c'est un problème qui est on ne fait pas quelque chose comme ça au mini-test, ça c'est beaucoup trop long. Et je peux vous faire la version simple de ça, la version courte. La version longue, ça prend des calculs, puis il faut sortir sa calculatrice, puis ça prend du temps. Mais ce circuit, j'aime beaucoup ce circuit. Une des raisons pour laquelle je le garde, c'est que il y a plusieurs grandes qualités. Je vous l'ai dit dans le montage, pardon, dans la vidéo, c'est un circuit qui est comme auto-compensé en température.
vous pouvez faire donc un amplificateur qui est autocompensé en température. L'idée derrière le design, quand vous voyez derrière le design, il est banal à calculer parce que c'est par conception qu'il est banal à calculer. S'il n'était pas conçu pour être facile à calculer, on pourrait en baver pour le calculer. Mais si vous voyez, il y a ici une jonction VBE, il y a ici une jonction D1. Vous allez voir à la dernière étape du deuxième laboratoire, la configuration dite transistor monté en diode. Donc, vous pouvez prendre un transistor et le monter en diode, ça fait une diode, un VBE d'un transistor. Ces deux diodes vont avoir le même coefficient thermique. Donc, en fonction de la température, leur variation de VBE va s'annuler. Mon point de départ. Puis, là, vous regardez où est D2. Vous regardez où est D2. Oups, ça s'en vient ici. Vous regardez où est D2. Vous regardez où est la jonction émetteur-base. Donc, émetteur. On n'a pas beaucoup de des trucs avec base du PNP est en parallèle avec. Donc, cette jonction émetteur-base du PNP est en parallèle avec D2. Donc, je peux prendre un D2 configuré comme un transistor monté en diode. J'ai deux diodes en parallèle qui vont avoir le même delta VBE en fonction de la température. Donc, là, on arrive avec un point de départ. On dit, comme point de départ, là, j'ai neutralisé ce VBE par ce VBE. J'ai neutralisé ce VBE par ce VBE. Donc, et je regarde un autre. Je vais revenir à votre question. Je vais juste terminer cet exemple-là. Si vous regardez cet exemple-là, vous constatez qu'il y a 2 kΩ. Attends un petit peu, je n'ai pas de couleur, c'est pas très bon. Je vais aller avec mon surligneur. Je vais lui mettre une couleur. Pourquoi il n'y a pas de couleur? OK. Donc, 2K, 100 ohms, 100 ohms. Donc, si IC est à peu près égal à IE, RCIC est à peu près égal à REIE, RC, n'oubliez pas, le collecteur est en bas. Donc, RC, RE, RC étant égal à RE, la chute ici et la chute là sont à peu près pareilles. La chute ici et la chute là sont à peu près pareilles. Donc, comment l'analyser? Ayant expliqué la prémisse, comment on analyse ça? Ben, je vais le faire pas de calculatrice, je vais le faire par inspection, puis je vais le faire au pif. Et évidemment, si vous voulez arriver avec des 2 chiffres significatifs, il faut sortir la calculatrice, d'accord? Mais vous repartez ici, vous avez, je vais aller au pointeur, vous avez 9 volts, vous avez ici 4 et 8. Ça fait 4 sur 12, un tiers. Donc, l'intention, c'est quelque chose comme se donner ici un tiers de mon 9 volts. Mais si j'ai un tiers de mon 9 volts, il faut que j'y retranche le 0.7. Donc, 9.7, 8.3. 8.3 fois un tiers, ça me donne ma tension de base ici. Donc, je vais l'écrire parce que moi, je suis capable de jongler dans ma tête et je vais vous perdre en 3 secondes. Donc, je vais dire VB égale à 0.33, qui est mon Thévenin équivalent, fois 9 moins 0,7. OK? Donc, 9 moins 0,7, c'est 8.3 fois 0.33, ça va vous donner le VB. Donc, un tiers de 8.3, ça devrait donner 3 volts, ça va donner 2.8 au pif. Peut-être 700 millivolts, 2.8. Donc, vous allez avoir 2.8, vous perdez, j'ai 2.8, à quel endroit j'ai 2.8? J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'ai fait trop vite, je m'excuse. Je ne sais pas si je peux le reprendre. Il faudrait que je rajoute plus 0.7.
Ça, c'est ma tension qui est là. Ça, c'est mon VB. Là, donc, si j'ai ça comme tension VB, je vais avoir quoi comme tension VE? Bien, je vais avoir, je reprends, je refais un autre ici. Je vais arriver avec VE. Oups, pardon, c'était pas ça que je voulais faire. OK, parfait. Donc, je vais avoir ça. Si je fais, là, je vais avoir VE qui est égal à 0,33, parce que je vais avoir plus 0,7 moins 0,7, hein? 0,33 fois 9 moins 0,7. OK? D'accord? Ça, c'est votre VE. Ayant votre VE, et là, évidemment, qu'est-ce que je viens de faire? Je néglige le IB. Est-ce que j'avais le droit de faire ça? Ben, je ne sais pas. Mais je commence en le négligeant et l'idée de base, regardez comment le design est conçu. Il y a 2 cas ici, il y a 40 cas. Il y a en gros la résistance équivalente ici, ça va être une 40 K en parallèle avec une 80 K qui va donner à peu près au pif 30 K. Donc 30 K versus 2 K. La résistance qui est là est 15 fois plus élevée dans la base. La résistance du Thévenin équivalent est, si je m'en viens ici, donc le RTH, le RBB, appelons-le RBB, texte, RBB, c'est 20, non pas, excusez, 40, parallèle, 80, à peu près égal, je vais pas aller à peu près égal sur mon clavier, à peu près égal à, ça va donner, ouais, à peu près égal à 30, donc qui est 15 fois plus élevé que ce que vous avez dans l'émetteur, mais vous supposez un bêta de 100. Donc, le courant que vous allez avoir dans l'émetteur va être reflété à la base divisé par un facteur de 100. Donc, il faudrait apporter une correction. Et c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ce que je raconte là. Si je fais 0.33, je vais le faire, c'est pas très difficile, j'ai la calculatrice au bout des mains. Je vais faire calque. OK, calculatrice. Si je me fais un 0.33 fois 8,3 égale 2,73. Vous voyez ce que vous avez ici, là? On vous dit que VE est égal à 2,77. Bon, je ne suis pas sûr que je suis d'accord parce que là, on n'a comme pas calculé un petit peu. Pour indépendant du courant, ben, OK. On vous a vraiment comme railroadé au bon endroit, là. Pourquoi? Observez dans la donnée du problème. Là, je suis en train de prendre de problèmes plus compliqués que ce qu'il est vraiment. Donc, retournons au problème. Et comme le concepteur du problème voulait vous donner une chance, il vous dit, prenez bêta égale l'infini. Avec bêta égale l'infini, vous pouvez négliger la chute dans cette résistance. Pas avec bêta égale 100. Et regardez ce que j'ai calculé. J'ai dit, si vous faites 0,33 fois 9 moins 0,7, ça donne 2,739. Lui a calculé 2,77. Je ne suis pas trop sûr comment il a fait son calcul, mais on est assez d'accord. Et là, évidemment, vous pouvez continuer et descendre avec 2,77 ici. Vous avez dit, si j'ai 2,77 là-dedans, combien je vais avoir de chute là-dedans? Bien là, évidemment, pour les puristes, vous pouvez faire un bêta sur bêta plus 1, mais comme bêta égale l'infini, ben bingo, c'est fini, hein? Donc, ça veut dire que la chute ici est égale à la chute qui est là, parce que c'est le rapport entre, si vous vous rappelez, ça est importante, celle-là, je vais la faire comme ça pour qu'elle soit lisible pour vous, là, je m'excuse, beaucoup mieux. Donc, si je dis, rappelez-vous que IC divisé par, oups, j'ai dit anglais, par IE est égal à bêta divisé par bêta plus 1. Mais qu'est-ce qui arrive si bêta est égal à l'infini? Ben, c'est égal à 1.
Donc, la chute ici va être égale à la chute là parce que j'ai supposé que mes alpha étaient l'infini. Donc, c'est quoi ma chute qui est là? Puis là, ayant déterminé que ma chute qui est là, c'est 2,7, je sais maintenant que ma chute qui est là, c'est, je vais aller avec un pointeur, que ma chute qui est là, c'est 2,7. Sachant que ma chute qui est là, c'est 2,7, ben, je vais dire, OK, j'ai 2,7 là. Comme j'ai un bêta qui est égal à l'infini, ça va bien, ça va vite. Donc, j'ai 2,7 volts, pardon, j'ai 2,7 volts de chute ici, plus 0,7 moins 0,7 dans 100 ohms. Donc, je sais que j'ai 2,7 volts dans 100 ohms. J'ai 27 milliampères. Je vais avoir 2,7 volts ici. Mais si j'ai 2,7 volts là, puis 2,7 volts là, il ne passe rien dans la résistance. Bingo! Et je viens de résoudre le problème. Et puis, si je ferme le R, ben, je peux arriver et calculer une correction. Parce que j'ai fait des approximations là-dedans. Et il faudrait, en fait, je me demande même pourquoi, là. Mais je ne l'ai pas fait au long. Mais, ah ouais, c'est pourquoi. Je sais pourquoi, là. Si je le fais avec l'infini, le calcul que je viens de faire est correct et exact. Cependant, si je m'en viens le faire avec, bêta égale 100, ben là, je suis obligé de retourner calculer la perte associée au Thevenin équivalent et calculer la correction. Et typiquement, ça va, à cause du fait qu'il y a une boucle, ça va vous obliger à faire un calcul itératif et vous faites 2 tours dans la boucle, vous vous apercevez que vous êtes convergé à deuxième décimale, vous arrêtez. Donc, je pense que j'ai tué ce problème-là. OK? Peut-être, avant d'aller à la question, je pensais d'arriver rapidement, mais ça a l'air que je ne vais pas y arriver. Je voulais quand même revenir à la question d'un de vos collègues. J'ai promis que je le ferais en classe. Je crois qu'elle intéresse tout le monde. Parce que, comme vous avez compris, les mini-tests sont d'une grande inspiration pour les mini-tests que vous faites. Et votre collègue a demandé, dans ce calcul, pourquoi le concepteur du problème a-t-il négligé dans RIN, pourquoi a-t-il négligé le 4K en parallèle avec 4K? Et ma réponse est, regardez bien la question. L'idée était de faire ces mini-tests, 5 minutes pour répondre, bang, bang, bang. Et l'idée était de faciliter la réponse à la question et regarder où le concepteur du problème qui était Omar. Donc, l'intention de Omar était que vous puissiez, pas vous, mais les étudiants de l'année où ça a été fait, que les étudiants puissent calculer rapidement. Donc, regardez où il a placé RIN. Est-ce que c'est en contradiction avec ce que moi je vous dis de toujours tenir compte du 4K en parallèle avec 4K? Non, parce que moi je vous dis, considérez que le RIN est là. Et donc, il y a un contexte mini-test, puis je dois vous dire que ce qui est fait là, Cedra et Smith fait ça systématiquement. Dans Cedra et Smith appellerait ça, Cedra et Smith, quand on va en voir des exemples plus tard dans le cours, ils appelleraient ça RIB pour éviter que vous le confondiez avec le RIN. Je ne vais pas l'écrire, je vais vous confondre. Regardez, dans le fond, ce que Omar a fait dans ce problème-là, c'est qu'il a dit RIN. Ce que je vous demande dans ce problème-là, c'est le RIB de Cedra et Smith, qui n'est pas vraiment l'impédance d'entrée du montage au complet. Parce que si vous regardez l'impédance d'entrée du montage au complet, à ce point-là, bien sûr, le 2K est en parallèle. Donc ça, c'était la question de votre collègue qui m'a envoyé et que j'ai comme, attendez un peu, qui était question reçue, elle était la question arrivée hier, et c'était cette question qui est là. Oups, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'était la question de votre collègue. Pourquoi tu n'en tiens pas compte? D'accord? Donc, voilà. Attends un peu. Ça, j'ai fait celle de M. Zarad. M. Beau Séjour, laissez-moi lire.
Attendez un peu. Plus la tension zénaire, plus la valeur de Rz est basse, plus la tension zénaire reste constante lorsque son courant varie. Regardez. Allons au tableau blanc. Faisons le ménage. Faisons le ménage du tableau blanc. Je pense que tout ça, je n'ai plus besoin. Bon. Donc, un problème de Zener. Je n'ai pas le matériel de Zener. Je n'ai pas le mini-test à portée de la main. Mais ça ne m'empêche pas. Donc, je m'en vais ici. J'ai toujours une résistance. J'ai une Zener. Parce que si vous ne mettez pas une résistance, vous allez griller votre Zener. Le courant va être trop élevé. Et là, vous avez votre Zener. Et vous allez dans cette zone-là. Pof! Le RZ, c'est cette pente ici. En fait, ça, c'est une... Faites attention à une chose, c'est une courbe de V en fonction de I. Donc, la pente qui est là, sauf erreur, c'est 1 sur RZ. Et ça peut être la chose qui vous accroche. Et le point est, quand un RZ qui serait plus élevé, ça ferait ça. Un RZ qui est plus grand, ça fait plus petit, ça fait ça. C'est la résistance dynamique. Encore une fois, je peux me mélanger dans le schéma, mais si je garde ça droit dans ma tête, plus la résistance dynamique est petite, plus la pente est verticale. En ayant une pente verticale, donc je retourne à la question, donc plus la résistance, plus Z est basse, donc plus la valeur de RZ est basse, plus la tension de RZ reste constante quand le courant varie. Bien sûr, la courbe est une droite. J'espère avoir répondu là-dessus. Donc, voilà. Voilà. OK. Donc, je pense que vous avez eu... Les collègues ont tapé plus vite la réponse que moi, j'ai pu le dessiner, et on dit la même chose. Donc, au moins, on est cohérent. Ça va. OK. J'ai fait un petit peu le tour des questions et de ce que je pensais couvrir. Cependant, je peux peut-être en provoquer d'autres. Peut-être je peux provoquer d'autres questions parce que, ben, je me demandais quoi vous amener comme matière première pour animer la discussion. C'est ce que j'avais commencé à dire tantôt. Puis cette question, elle est une réponse immédiate et un calque de ce sur ce que je martèle dans le cours. Qu'est-ce qui définit une configuration? C'est toujours les mêmes 4 résistances avec le transistor. Puis, il y a A, il y a B, il y a C. Comment cette configuration peut-elle changer de personnalité? Ben, c'est ce qui détermine une configuration, c'est par où on entre et par où on sort. Donc, pour le collecteur commun qui est un suiveur, le port d'entrée est A et le port de sortie est C. Et comme le VBE est à peu près constant, quel que soit le courant, la tension que vous mettez à l'entrée va se retrouver en sortie. Et si la résistance de sortie n'est pas trop faible, bien, en fait, vous allez bénéficier du gain de courant du transistor, le HFE. Donc, si vous lui mettez 1 milliampère là, il va être capable de vous en donner 100 là. Donc, c'est très utile. Par exemple, si par exemple R3 était 8 ohms pour les audiophiles, vous avez votre microcontrôleur ou votre FPGA ou je ne sais pas quoi dans votre projet ELE 3000, puis vous avez une source, puis vous voulez entendre votre alerte.
et vous connectez ça sur un haut-parleur, et vous dites, ben, j'entends rien. Ben, c'est parce qu'il faut amplifier, il faut donner du muscle à votre signal, peut-être pas de la tension. Vous connectez votre signal sur votre charge, votre signal s'effondre parce que la sortie de votre, par exemple, microcontrôleur, il est capable de vous donner 1 milliampère, il est capable de vous donner 2 milliampères. Il fait de son mieux, mais c'est tout ce qu'il est capable de vous donner. Mais si vous voulez lui donner du muscle en préservant de façon fidèle le signal qu'il a reçu, le montage et le collecteur commun, on rentre ici, puis on sort, donc on rentre ici et on sort là. Et j'efface. Donc ça, c'est le montage que j'ai, qui est le module que je vais enregistrer demain. Mais le collecteur commun, on rentre par là. Oh, couleur, s'il te plaît. Couleur de la forme, pointeur laser, couleur. OK, on retourne là. OK. Donc, si je rentre ici, puis je sors là, c'est un collecteur commun. Si je rentre ici, puis que je sors là, c'est un émetteur commun. Donc, un émetteur commun, je retourne avec une plume. Donc, si je rentre je m'excuse, j'ai fait une bêtise. Je m'excuse, c'est toujours quand on parle, on écrit, puis qu'on pense en même temps, à un moment donné, on se plante. Je me suis planté. Je m'excuse, sincèrement, vous avez très bien vu que j'étais incohérent dans mon discours. Donc, si je rentre par... il a appelé l'émetteur C. Mauvaise journée, excusez-moi. Mauvaise journée. Je rentre par A, je sors par C. Je rentre par A, je sors par B. Et juste pour me mélanger, pour vous mélanger aussi au test, il a appelé le collecteur B, qui n'est pas une base, qui est évidemment contre nature pour moi, c'est correct, le problème est fait comme ça. Et pour une base commune, on entre sur C, puis on sort sur B. Mais évidemment, faites attention, B ne veut pas dire base, C ne veut pas dire collecteur. Je me suis piégé moi-même parce que j'ai des a priori quand je regarde un transistor. Je vous l'ai dit la semaine passée, je vous leur disais encore, faites attention, lisez la question. Ça, c'était pas vraiment l'intention. Peut-être un petit piège pour voir si vous avez vu, si vous êtes capable de distinguer une étiquette du terminal. Donc, la base et le terminal A est la base et le terminal C est l'émetteur. Et oui, on peut voir ça comme une équation, comme une question piège. Il y a ce problème-là, qui est le problème que votre collègue a demandé. Et en passant, peut-être c'est un endroit, j'aimerais revenir parce que je vais manquer de temps, puis j'aimerais revenir sur quelque chose sur lequel j'insiste peut-être pas assez quand j'enseigne. Si je m'en vais au Minitel, je vais aller à la solution. La solution est toute faite ici. Une des choses qui est très importante, mais sur laquelle j'ai peut-être pas naturellement tendance à insister, parce que un de mes défauts, c'est que je visualise le modèle petit signal, et quelqu'un m'a déjà dit, mais tu devrais prendre le temps d'écrire le modèle petit signal, parce que les étudiants, eux, ils sont pas comme toi à visualiser le fichu modèle dans leur tête. Donc, c'est utile, très utile pour vous de prendre le temps d'écrire ce modèle petit signal, puis quand on veut vous aider, puis quand on veut vous donner un hint dans le problème, on va vous forcer à l'écrire. Donc là, on ne forçait pas à l'écrire, mais pour que la réponse soit plus compréhensible pour les étudiants dans le solutionnaire, c'était pas demandé. Bien que c'était pas demandé, Omar l'a fait pour clarifier la réponse, et donc, à cette question, il a commencé par dessiner le modèle petit signal et je vous dis, j'ai tendance à ne pas le dessiner, pas que ce soit pas important, mais que
Pour des montages de base que je maîtrise très bien, j'en ai pas besoin. Cependant, on peut imaginer des milliers, voire des centaines de milliers de montages différents pour lesquels, non, vous n'allez pas trouver l'équation dans aucun manuel. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve pas l'équation dans le manuel? Ben, on retourne au modèle équivalent en pi et en t, et l'équation, on la dérive. Donc, ce que je fais dans le cours pour un certain nombre de configurations de base, si vous êtes capable de vous élever au-dessus du niveau du cours, si vous continuez à faire de l'électronique et que vous rencontrez des configurations qui n'ont pas été analysées dans le cours d'électronique de base, bien là, il faut retourner au fondamental, c'est-à-dire écrire votre modèle petit signal, faire vos équations de Kirchhoff et trouver la solution à votre problème. Et je dois vous dire que dans la pratique, oui, on peut le faire si vous faites de la recherche dans le domaine et que vous voulez écrire un article scientifique, il vous faut développer l'équation. Dans la vie de tous les jours, vous utilisez des configurations connues, puis vous allez avoir, j'aurais tendance à aller au simulateur et la simuler avec LT-Spice. Cependant, pour comprendre, le modèle en pi, le modèle en t, les différents modèles petit signal sont très utiles et très importants. Donc, le modèle petit signal, je voulais insister là-dessus. J'ai déjà répondu à la question de pourquoi il n'a pas tenu compte dans son RIN, comme il l'a défini, de pourquoi il n'a pas tenu compte du RB. Ben, je pense que le message de Omar dans son solutionnaire, il est pas mal clair. Il met le RIN, il met le RIN là, puis il met le RB en parallèle. Bien sûr, si vous les connectez, VI va voir RP en parallèle avec RB. Voilà. Donc, une autre difficulté en passant que je soulignais à quelqu'un qui est resté longtemps la semaine passée, quand il n'y avait plus personne en ligne, qui m'a demandé, ben, on en est venu à ce point par rapport à l'équation que le RP, c'est bêta sur GM, puis je me suis donc je me suis senti un petit peu embarrassé pendant 2 secondes parce que l'équation n'était pas là, mais normalement, c'est le genre d'équation que soit dans un mini-test, on fournit, d'accord, ou et puis évidemment l'idée pour que ce soit pas trop facile, on les faisait en donnant une collection d'équations puis vous laissez choisir, ou j'insiste sur, mettez-la sur votre feuille s'il vous plaît, comme ça, si l'idée c'est pas de vous rappeler que RP est égal à bêta sur GM, c'est de l'avoir sur votre feuille aide-mémoire, et puis vous n'êtes pas capable de répondre à cette question-là, étant la manière dont le problème est posé, ben, ça deviendrait une question difficile à laquelle vous ne seriez pas capable de répondre si vous n'avez pas une feuille aide-mémoire qui vous dit que, que RP, que GM est égal à bêta sur RP ou que RP est... Vous avez toutes les variantes, là. Donc, vous pouvez sortir c'est quoi le RP qui est égal à bêta sur GM. Et puis, le problème vous donnait GM, donc ça devenait facile de calculer le RP. D'accord? Mais est-ce que c'en est une dont je me rappelle? Pas vraiment. Mais c'en est une que je sais qu'elle existe, puis si j'en ai besoin, je vais aller la chercher. Et puis donc là, ensuite, ça, c'est la partie A du problème. Donc, calculer la résistance d'entrée, ignorer le R0, et calculer, d'accord, calculer Rin si C3 est déconnecté. Si C3 est déconnecté, ah, bon, d'accord. Donc là, j'enlève le C3. J'enlève le C3, c'est qu'on a ma plume, j'ai perdu ma plume. Donc, je coupe ça et j'enlève C3. Bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, tel que c'est écrit ici, bon, là, évidemment, on considère, encore une fois, l'idée, c'était que ça se calcule en 30 secondes. Et l'idée, c'est que c'est seulement cette branche-là qui nous intéresse. Et si vous regardez la réponse, si vous regardez le solutionnaire, bien, il y a le
1 plus bêta, qui est le rapport entre le courant de base et le courant d'émetteur. Donc, il y a 1 plus bêta fois RE, qui est le petit r petit e, plus la 1K qui est là. Donc, là, évidemment, on peut passer, là, évidemment, ça peut être confondant. Pourquoi j'ai plus le RPi? Ben, le RPi et le RE sont équivalents. Ils se remplacent l'un l'autre. Vous mettez un ou vous mettez l'autre. Vous ne mettez pas les deux. Et c'est plus facile d'analyser cette configuration-là avec le modèle en T en disant ce que je vais voir, c'est le petit RE qui est ici. Donc, je le regarde avec le modèle en T parce que c'est plus facile. Et donc, en fait, oui, il a fait son modèle en T. Donc, je peux mettre soit RPi, soit RE, et je mets le bon quand c'est le temps en fonction de ce qui me chante. Je sais que là, il y a 1 plus bêta. Là, il y a que IE, c'est 1 plus bêta IB. Donc, la chute de tension dans petit r, petit e plus la 1K, ça va être 1 plus bêta fois IB fois cette résistance-là. Donc, qu'est-ce que je vais voir comme résistance d'entrée à partir de là? Ben, 1K plus RE fois 1 plus bêta, il fait son calcul. Et là, vous voyez qu'on peut avoir une résistance d'entrée qui est assez intéressante quand on découple, quand on laisse la résistance d'émetteur. Donc, ça vous donne une résistance d'entrée qui est quand même assez intéressante. Et finalement, vous voyez, là, vous partez de 2K pour monter à 200K, c'est pas mal plus grand. Mais le problème, et est-ce qu'on nous demande de calculer le gain? Maintenant que vous avez écouté le module, une question qui serait tout à fait la portion du module où j'avais calculé le gain. Mais maintenant que vous avez écouté le module, une question qui serait tout à fait légitime, c'est si vous négligez R0, c'est quoi le gain du montage? Bien, le gain du montage, si vous avez une 1 kΩ puis une RE qui est égale à 25 sur IE, bien là, j'ai un problème. Je n'ai pas le IE. Il faudrait que je calcule le IE. Mais on vous a donné le GM. Donc là, il faudrait, pour calculer le gain, l'équation qui s'appliquerait, que je ne connais pas par cœur, l'équation qui s'appliquerait, c'est celle qui est en GM. Et donc, je suis un peu embarrassé, là, dans le sens où il faudrait que je retourne et je vous montre qu'est-ce que je suis obligé de faire. Donc, si je m'en vais ici à l'émetteur commun, donc si je veux calculer le gain, bien, si je veux calculer le gain, l'équation qui s'applique, c'est celle-ci. Donc, j'ai AV, c'est RC en parallèle avec RC sur RE plus RE, puis j'ai toute cette équation-là. En fait, j'aurais pu le faire plus simplement, je n'ai pas besoin du GM. Donc, dans le fond, mon AV, c'est RC en parallèle avec RL divisé par RE corrigé du petit r, petit e. Donc, si je retourne avec mon problème, mais en fait, le problème, c'est que si j'ai, oui, non, l'équation tient, si grand R, regardez cependant, l'équation simplifiée ne tient pas. Regardez l'équation simplifiée, il n'y a plus de petit r, petit e. Est-ce que cette équation ici est valide si dans le cas où j'ai le condensateur de découplage? Donc, retournons au problème. Si je retourne au problème du quiz 6, bon, pour le problème de base, j'ajoute une question. C'est quoi le gain? Bien, le gain va être, l'équation, c'est le RC divisé par petit r, petit e. Et je n'ai pas besoin du GM quand je fais ça. Et ça va être le 1 kΩ sur petit r, petit e. Cependant, j'ai absolument besoin du IE parce que je n'ai pas le RE dans l'équation. Donc, il me faut calculer le RE. L'équation n'est pas en GM, mais j'ai besoin absolument de calculer le RE. Comment je calcule le RE? 5 divisé par 2, ça me fait 2,5. 2,5 moins 0,7, ça fait 1,8. 1,8 sur 1 milliampère. Donc, si je vais l'écrire parce que je suis sûr que personne ne me suit présentement. Donc, j'ai VBB égale 0,5 fois 5 égale 2,5.
Là, je m'en vais ici. J'ai donc VE égale 2,5 moins 0,7 égale 1,8 implique IE égale, et là je mets petit e, là, mais c'est grand E en indice qui va là, mais je suis coincé avec le médium que j'ai, égale 1,8 milliampères. Et ce 1,8 milliampères implique que petit r petit e est égal à 25 divisé par 1,8 divisé 1,8. Et là, j'ai ma pitonnette qui est sur l'autre écran. 25 divisé par 1,8 égale 13,9 ohms. Et donc, ça me permet de calculer que avec la résistance C3 en place, le gain serait gain AV brut serait, je vais expliquer ce que je veux dire là, ce serait 1000 ohms divisé par 13,9. J'aurais pu mettre 14, mais je suis par cohérence. Et donc, le AV net, pour calculer un AV net, ça prend atténuation, il faut atténuation à l'entrée et à la sortie. Et là, il faut tenir compte des charges de résistance de source et de la charge. Maintenant, je veux dire, si c'est 3 enlevé, là, je vais avoir enlevé, je vais avoir AV brut égale 1000 divisé par, excusez, 1000 plus, plus 14. 13,9 pour les puristes. Donc, donc, essentiellement 1. À peu près 1. Donc, vous voyez que mon montage n'a plus de gain. Et pour retomber sur mes pieds, il faudrait que je découpe le RE en partie pour me désigner le gain que je veux. Bon, est-ce que je peux faire un petit retour sur la différence entre grand et petit signal? Car si on met le grand signal pour cette configuration, la modélisation serait la même. Attendez un peu, j'essaie de voir la question. La réponse est presque oui, je crois, mais avec une nuance, et comme le devil's in the detail. Regardez un modèle petit signal. Dans ce modèle petit signal, il n'y a plus de VBE. D'accord? Il n'y en a plus de VBE. Cependant, pour analyser ce montage, pour analyser le gain, comme je viens de le faire, sur la donnée, excusez, où est-ce que j'ai fait ça? C'est solution. Je ne sais plus où j'étais. Je suis fatigué, désolé. Ça manque de concentration. Je sais plus où j'ai mis mon calcul de gain.
Salut. Non. Quiz. Solution. Quiz. OK. Dans ce que j'ai fait ici, observez que quand je suis venu ici, là, c'est quoi la différence? C'est que j'ai sauté du modèle grand signal au modèle petit signal. C'est le même transistor, c'est la même configuration, mais, mais c'est la quadrature du cercle. Pour être capable de faire ce calcul, j'ai eu besoin, j'ai eu besoin du IE. Pourquoi j'ai eu besoin du IE? Pour calculer le RE. Donc, pour calculer le RE, j'ai eu besoin du IE. Pour trouver le IE, il a fallu que je trouve le VE. Pour trouver le VE, il a fallu que je tienne compte de la jonction. Donc, je sais que si je n'ai pas résolu le problème de polarisation, je ne suis pas capable de calculer le gain. Donc, d'habitude, quand on fait les trucs au long A, B, C, D, E, F, G, au début, on va avoir le modèle petit signal. On vous demande de dessiner le modèle petit signal. Ensuite, on vous demande de calculer le VE, puis on vous demande de calculer le IE. Puis quand vous avez le IE, ça vous donne le RE. Puis quand vous avez le RE, vous êtes en position de calculer le AV. Donc, est-ce que c'est la même chose? C'est le même transistor. C'est toujours, c'est ça que, c'est un peu, c'était mon point de départ, si vous me permettez un petit retour arrière. Quand je vous ai montré, ici, pour moi, à un moment donné, ça devient tellement évident que c'est toujours pareil. C'est toujours R1, R2, R3, R4 avec le même transistor Q1. Dépendant par où je entre, par où je sors, ça devient un émetteur commun, comme un collecteur commun, une base commune. Et puis, dans certains cas, si je veux un gain, je vais avoir besoin de calculer le RE ou le RP. Puis quand je veux calculer le RE, je vais avoir besoin du IE. Donc, je n'ai pas le choix de retourner à mon modèle grand signal avec son VBE. Est-ce que le modèle hybride en pi, je n'ai pas ce slide deck là, mais pour moi, c'est comme la même chose, mais quand je suis en train de faire le calcul de gain, la diode qui est dans le modèle hybride en pi avec la diode, et là, je ne sais pas si vous parlez d'un modèle petit signal ou d'un modèle grand signal, mais je sais pertinemment que quand je suis en train de faire un calcul de gain, la diode n'est plus là. D'accord? Donc, je l'enlève et je retourne à, je simplifie le modèle aux composants nécessaires pour un calcul petit signal. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, le temps avance, le mini-test c'est à 10h30. Je pense que j'ai parlé beaucoup. Je pourrais me taire puis laisser décanter, vous laisser réfléchir. S'il n'y a pas d'autres questions que vous êtes en mesure de formuler à la seconde, je vais arrêter l'enregistrement.